Chers étudiants, donc toujours dans le même sens, nous allons continuer l'étude des méthodes de recherche en sciences sociales. Et dans cette partie-là, nous allons étudier les techniques d'échantillonnage. Donc il y a des techniques d'échantillonnage que nous allons aborder. Et évidemment, nous allons voir qu'il y a deux grands types d'échantillonnage, de techniques d'échantillonnage, qui sont les techniques non probabilistes et les techniques probabilistes. Donc nous avons d'une part les techniques probabilistes et les techniques non probabilistes pour procéder et faire un échantillonnage. Donc je vous rappelle que nous avons déjà vu dans la séance passée que pour constituer un échantillon, pour former un échantillon, généralement on essaye de cibler une partie de la population, de l'univers de la population, ou bien la population mère, et à partir évidemment de cet échantillon qu'on appelle échantillon, on peut procéder à notre opinion et à la fin on peut extrapoler et transposer les informations que nous avons collectées au niveau de l'échantillon à la majorité ou à l'ensemble de la population. Donc un échantillon, c'est une partie de la population qui la représente, il est représentatif, mais cette représentativité n'est pas fortuite, elle doit être basée sur des techniques, etc. Et évidemment, parmi ces techniques, nous allons voir qu'il y a plusieurs évidemment techniques dont nous allons citer les deux que je viens de citer, c'est-à-dire les techniques probabilistes et les techniques non probabilistes. Bon, tout d'abord, cette subdivision, donc dans chaque technique, nous allons voir qu'il y a des techniques qui sont très variées, etc. Mais nous allons nous limiter aux techniques les plus connues et les plus utilisées. Donc, pour constituer un échantillon, nous avons d'une part les techniques d'échantillonnage probabiliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un échantillonnage probabiliste? Bon, c'est un échantillonnage où la sélection d'un échantillon qui se fait à partir d'une population. On va sélectionner des éléments, des unités, des individus d'une population. Et évidemment, cette sélection repose sur le hasard. Elle est aléatoire. Donc, sur ce qu'on peut dire que on va recourir au calcul de probabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les probabilités. Par exemple, dans une urne où il y a, par exemple, 6 boules, 4 rouges, 2 boules noires, etc. Donc, il y a des calculateurs pour savoir la chance et la probabilité pour tirer une boule parmi ces 6 boules-là. Donc, pour les boules, par exemple, dont le nombre est 4, c'est 4 sur 6. Et pour les autres, c'est 2 sur 6. Donc, vous voyez que, généralement, la probabilité est comprise entre 0 et 1, etc. Donc, vous pouvez faire une petite révision des calculs de probabilité pour mieux comprendre de quoi on parle ici. Donc, ici, l'échantillonnage probabiliste va se baser sur le calcul de probabilité sur le fait que nous allons tirer de façon aléatoirement, c'est-à-dire un individu pour former notre échantillonnage. Donc, dans ce cas-là, l'échantillonnage probabiliste, il est plus représentatif. Donc, on a une représentativité de la population qui est plus concrète, qui est plus logique. Tandis que dans l'échantillon non probabiliste, donc à l'opposé de l'échantillonnage probabiliste, il y a l'échantillon non probabiliste, donc il n'est pas basé sur le calcul des probabilités, donc il n'est pas aléatoire, et évidemment chaque élément de la population n'aura pas la même chose pour être choisi. Donc la conclusion, c'est qu'il y a un risque d'être moins représentatif de la population. Donc déjà là, on a une petite comparaison au niveau de ces deux types d'échantillonnage. Donc au niveau de l'échantillonnage probabiliste, on a c'est-à-dire que dans ce cas-là, cet échantillon qu'on va obtenir est plus représentatif de la population, alors que dans le cas de l'échantillon non probabiliste, il risque, donc on souligne ici le risque, peut être représentatif, mais il risque d'être
représentatif. Donc il faut noter que l'échantillon probabiliste est plus complexe, plus coûteux, etc. que l'échantillonnage non probabiliste. Évidemment, puisqu'on va recourir à des techniques, etc. Donc on va savoir que cet échantillon va prendre beaucoup de temps et il est plus coûteux aussi. Donc ici, les méthodes d'échantillonnage probabiliste. Nous allons commencer par l'étude des méthodes d'échantillonnage probabiliste. Donc, nous allons citer comme exemple l'échantillonnage aléatoire simple, c'est le premier type, l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage en grappe ou bien par grappe, échantillonnage à plusieurs degrés et l'échantillonnage à plusieurs phases. Donc nous allons commencer par étudier le premier type d'échantillonnage, à savoir l'échantillonnage aléatoire simple. Donc dans cet échantillonnage aléatoire simple, qu'on abrège aussi par EAS, échantillonnage aléatoire simple, donc chaque membre, chaque élément de la population a une chance égale d'être inclus. L'exemple que je vous ai donné en recourant au calcul de probabilité le montre bien. Donc chaque élément, chaque individu de la population a une chance d'être inclus à l'intérieur de l'échantillon. Donc pour sélectionner, pour constituer un échantillon, les éléments constitutifs de cet échantillon ont tous la même probabilité d'être inclus dans de faire partie de cet échantillon. Donc, ou bien les combinaisons, donc qu'ils soient d'éléments ou bien des combinaisons aussi, on peut parler aussi de combinaisons. Donc ces combinaisons-là ont-elles aussi eu la même chance d'être choisies et élues et donc composer l'échantillon. Donc ces deux propriétés qu'on vient de citer définissent ce qu'on appelle un échantillonnage aléatoire simple. Exemple, supposons que de votre université, vous voulez mener une enquête auprès de 1000 étudiants. Vous avez 1000 étudiants et vous allez vous adresser à ces étudiants pour savoir leur opinion vis-à-vis de la qualité des aliments consommés. Donc, vous déterminez un échantillon, par exemple, de 100 étudiants qui devront suffire à vos fins. Donc, pour obtenir votre échantillon, comment vous allez faire, c'est-à-dire en utilisant l'échantillonnage aléatoire simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez numéroter les étudiants de 1 jusqu'à 1000. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, pour constituer votre échantillon, vous allez choisir au hasard, aléatoirement, donc 100 numéros compris entre 1 et 1000. Donc vous voyez que vous allez choisir de manière aléatoire les 100 numéros que vous avez, c'est-à-dire donnés aux étudiants. Donc ça c'est l'échantillonnage aléatoire simple. C'est pour cette raison qu'on l'appelle échantillonnage aléatoire simple. Vous pourrez aussi, en recourant à cette méthode de sélection, vous pouvez calculer la probabilité de sélection de chaque étudiant. Donc, vous avez les éléments, vous avez tous les données possibles pour faire ce calcul. Évidemment, puisque nous avons d'une part la taille de l'échantillon, qui est petit n, et la population totale que nous connaissons, qui est aussi n, dans ce cas 1000 et 100. Donc, le petit n, c'est 100. Et 1000, c'est grand N. Donc, pour calculer la probabilité pour qu'un étudiant soit inclus dans votre échantillon, donc c'est une simple opération de calcul. Ce que vous allez faire, donc vous allez supposer que P, c'est la probabilité de sélection de chaque étudiant. Donc, évidemment, cette probabilité P, qui est égale à petit n, donc la taille de l'échantillon, et vous allez la diviser sur le grand N qui est la population totale et enfin multiplier par 100 pour connaître le pourcentage. Donc petit P c'est égal, c'est-à-dire la probabilité de sélection, c'est égal à 100 divisé par 1000. Vous allez diviser 100 par 1000 et multiplier par 100 et vous allez trouver comme résultat 10%. Donc vous voyez que dans l'échantillonnage aléatoire simple, il est facile à faire. Et évidemment, vous pouvez même calculer la probabilité de sélection. Vous pouvez la calculer puisque vous avez tous les données possibles, à savoir la taille de l'échantillon, la population totale, le nombre de la population totale, et évidemment, vous pouvez procéder à ce calcul.
Le deuxième type d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage systématique. Donc, cet échantillonnage-là, il ressemble un petit peu à l'échantillonnage aléatoire simple, mais c'est-à-dire, il est caractérisé par ce qu'on appelle des écarts, des intervalles. C'est pour cette raison qu'on le qualifie d'échantillonnage systématique. Donc, il existe un écart, il existe un intervalle entre chaque unité sélectionnée qui est incluse dans l'échantillon. Donc, évidemment, je vais vous donner un exemple. Donc, vous devez suivre les étapes suivantes pour appliquer un échantillonnage systématique. Donc, vous allez numéroter de 1 à n les unités incluses dans votre base de sondage. Donc, il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous allez déterminer l'intervalle d'échantillonnage. Donc, ça, c'est le plus important. Donc, dans la première étape, vous devez calculer l'intervalle, l'écart d'échantillonnage que nous appelons ici, que nous symbolisons par K, en divisant le nombre d'unités incluses dans la population par la taille de l'échantillon que vous désirez obtenir. Donc, pour faciliter la tâche, je vais vous donner un exemple. Pour sélectionner un échantillon de 100 unités à partir d'une population de 400. Donc, vous voulez avoir un échantillon de 100 à partir d'une population totale dont le nombre est 400. Donc ici, vous allez appliquer l'échantillonnage systématique. Ce que vous allez faire d'abord, vous allez chercher l'intervalle d'échantillonnage K. Ici, K, comment vous allez la calculer? Tout simplement, vous allez diviser 400 par 100 et vous allez obtenir 4. Donc ici, l'intervalle d'échantillonnage, c'est K. Donc c'est 4. Donc par conséquent, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner un nombre, une unité entre 1 et 4. Donc soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc évidemment, au hasard, ce que vous voulez. Donc si vous avez par exemple choisi le nombre 1, donc pour former votre échantillon, vous allez commencer par 1, vous lui ajoutez l'intervalle d'échantillonnage qui est 4, donc 1 plus 4, c'est 5. Ensuite, au nombre 5, vous ajoutez une nouvelle fois l'intervalle ou bien l'écart d'échantillonnage qui est 4, donc vous allez avoir 9. Ensuite, la même chose aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est une suite, c'est comme une suite arithmétique. Donc, 9 plus 4, c'est 13, 4 plus, etc., jusqu'à épuiser tous les nombres et arriver au nombre 400. Donc, évidemment, vous n'allez pas atteindre 400, mais vous allez arriver à 397. Si l'origine est 2, vous allez procéder de la même manière. Donc, vous allez commencer comme origine. Donc, l'origine, c'est 2. Et vous allez ajouter 4 à 2, donc c'est 6. Puis, vous allez ajouter 4 à 6, c'est 10. Ensuite, 4 à 10, ça fait 14, et ainsi de suite. Et maintenant, vous allez arriver à 398. Si l'origine est 3, vous allez faire la même chose. Donc, 3 plus 4, c'est 7, et ainsi de suite, jusqu'à 399 qui est inférieur à 400. Ensuite, et finalement, si l'origine est 4, donc l'échantillon est 4, 8, 12, 16, etc., etc. Donc, vous voyez que dans l'échantillonnage systématique, il y a une certaine période, si vous voulez, qui est qu'on appelle ici un intervalle d'échantillonnage. C'est comme s'il y a une suite arithmétique, et donc à chaque fois, vous allez ajouter l'unité ou bien l'écart d'échantillonnage ou bien l'intervalle d'échantillonnage à l'origine que vous avez choisi, et l'origine évidemment est comprise entre 1 et l'intervalle d'échantillonnage, c'est-à-dire K dans ce cas-là, et 4 dans ce cas-là. Donc vous procédez de la même manière et vous allez en fin de compte constituer et former l'autre type d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille. Donc il y a une certaine proportionnalité avec la taille de l'échantillon. Donc il faut que chaque membre de la population observée ait une chance d'être inclus dans l'échantillon, mais il n'est pas nécessaire que cette chance soit la même pour tous. Donc, par exemple, je peux vous donner l'exemple de plusieurs entreprises et on va donner comme information sur les unités de ces entreprises, par exemple, le nombre d'employés. Donc, par exemple, supposons que dans une entreprise E,
E1, par exemple, le nombre d'employés, c'est 1000, l'autre, c'est 100, la troisième, c'est 50, etc. Donc, si je veux choisir, par exemple, un échantillon de 100 en ce qui concerne la première entreprise, bon, ça veut dire que 100 sur 1000, ça fait 10%. Donc, on va aller dans le même sens, dans la même proportionnalité, c'est-à-dire le 1 dixième ou bien 10%. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille. L'autre exemple d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage stratifié. Stratifié, c'est un mot dérivé de strate, une strate. Il y a plusieurs strates, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux. Donc, lorsqu'il s'agit d'un échantillonnage stratifié, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons diviser la population en groupes homogènes, donc souligner le terme homogène. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle les strates. Et ensuite, ces groupes-là, ils s'excluent mutuellement. Donc, ils sont mutuellement exclusifs. L'exemple que je vous ai donné, par exemple, dans une population, vous allez tenir compte, par exemple, de l'âge, du sexe, etc., ou bien de la province de résidence, du revenu, etc. Donc, c'est masculin et n'est pas féminin, donc il y a c'est-à-dire il s'exclut de manière mutuelle. Donc, c'est ça, évidemment, la stratification de la population. Vous allez d'abord former des strates et lorsque vous aurez terminé, achevé la formation des strates, par exemple l'âge, le sexe, etc., une fois que les strates formées, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode d'échantillonnage pour sélectionner, c'est-à-dire au niveau de chaque strate, les échantillons. Donc vous pouvez procéder et utiliser n'importe quel type d'échantillonnage, les échantillonnages que nous avons déjà évoqués, vous pouvez les appliquer aux différentes strates. Donc c'est ça l'échantillonnage stratifié. Donc il est sur la base de strates. Premièrement, formation de strates. Ensuite, au niveau de chaque strate, vous allez appliquer un type d'échantillonnage, une technique d'échantillonnage que nous avons étudiée et l'appliquer à chaque strate. Donc c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage stratifié. Donc il s'agit, donc il y a ici en rouge la définition concise et soi-disant claire, il s'agit de diviser la population en sous-ensembles homogènes. Donc la subdivision, c'est-à-dire partager la population en plusieurs sous-ensembles qui doivent être homogènes. Et évidemment, pour réaliser votre sondage sur chaque strate, vous allez avoir des strates et après vous allez réaliser votre sondage et relever les opinions des membres des unités de chaque strate et évidemment les transposer à l'ensemble de la population puisqu'il s'agit ici d'un échantillon. Donc la raison pour laquelle nous recourons à la création de ces strates, il est d'abord plus efficace, donc il va nous simplifier le travail et évidemment il va nous permettre d'obtenir une taille d'un échantillon ou bien une taille d'échantillon suffisante pour les sous-groupes. Donc chaque sous-groupe, vous allez avoir un échantillon, ce qui va vous faciliter la tâche et avoir un échantillon. Donc, par exemple, un conseil scolaire voulait évaluer l'opinion des élèves sur la suppression de la troisième année du programme. Donc, nous allons voir quelle est l'opinion des élèves si nous voulons supprimer un niveau d'études ou bien un niveau de programme, etc. Donc, pour sonder les élèves de l'école secondaire, nous allons, dans cet exemple, évidemment, utiliser et recourir à une technique d'échantillonnage stratifié. Donc, pour s'assurer de la sélection d'un échantillon représentatif d'élèves de toutes les années. Donc, l'objectif, c'est toujours la représentativité, est-ce que l'échantillon est représentatif ou non. Dans ce cas, donc les strates
nous allons, les strates seront par exemple la première année, la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Évidemment, le conseil scolaire va dans la suite sélectionner un échantillon à l'intérieur de chaque strate. Donc au niveau de la première année, il va extraire et sélectionner un échantillon. Au niveau de la deuxième année, la même chose. La troisième année et la quatrième année, la même chose. Donc les noms des élèves sélectionnés à l'intérieur de cet échantillon, de l'échantillon que nous allons obtenir, ont été extraits à l'aide de la méthode d'échantillonnage aléatoire simple ou d'échantillonnage systématique. Par exemple, donc on a appliqué à chaque strate, on va leur appliquer une méthode d'échantillonnage déjà vue, déjà étudiée, que je viens d'évoquer il y a quelques minutes. Donc la méthode d'échantillonnage aléatoire simple ou systématique, on l'applique à chaque strate pour obtenir évidemment et sélectionner notre échantillon. L'autre type d'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage en grappe, une grappe. Il est parfois coûteux, nous avons beaucoup d'argent, on va dépenser beaucoup d'argent, etc. Et donc, puisque par exemple la superficie du pays est très large, ou bien de l'étude, c'est-à-dire de l'ensemble de la population que nous allons interviewer, par exemple, nous allons sonder, donc on n'a pas les moyens, c'est difficile pour nous. Donc ce que nous allons faire, pour ne pas sonder toute la population et pour que le coût de ce sondage ne soit pas très élevé, donc, bien, c'est-à-dire aller se déplacer d'un bout de pays à l'autre, etc. Donc, les statisticiens peuvent choisir les techniques d'échantillonnage en grappe. Donc, généralement, pour faire des études statistiques, etc., donc nous allons procéder à des grappes. Donc, la technique de l'échantillonnage en grappe entraîne la division de la population en groupe ou en grappe. Donc, en grappe, il y a des grappes qui vont être formées, comme son l'indique. Donc, le nom, c'est le groupe ou la grappe. Donc, selon cette étude, on sélectionne au hasard un certain nombre de grappes pour représenter la population totale. Donc, après avoir divisé la population en grappes, donc nous allons choisir un nombre de grappes et on va essayer d'englober dans l'échantillon toutes les unités incluses à l'intérieur des grappes sélectionnées. Donc, dans ces grappes-là, nous allons sélectionner des unités et ces unités seront incluses évidemment dans notre échantillon. Bon, la technique de cette technique-là, c'est-à-dire elle est différente de la technique d'échantillonnage stratifié, car ici, elle entraîne la sélection d'unités de chaque groupe. Donc, chaque groupe, on va sélectionner des unités, c'est-à-dire pour former notre échantillon. Donc, supposez que vous représentez une organisation d'athlétisme désirant déterminer quel sport pratiquent les élèves au niveau tronc commun au Maroc. Donc, il serait coûteux, comme je l'ai déjà dit, et trop long d'interroger chaque élève, ou même 2 ou 3 de chaque classe. Donc, pour cette raison, ce que nous allons faire pour simplifier notre travail, nous allons sélectionner plutôt 100 lycées de tout le pays. Donc, ce sont des grappes. Donc, ces lycées-là vont former ce qu'on appelle des grappes d'échantillons. Donc, ce sont des grappes d'échantillons. Ensuite, on va sonder, relever et savoir l'opinion de chaque élève de tronc commun, donc de ces 100 grappes. Donc, vous voyez qu'on va interviewer chaque élève de ces 100 lycées qui forment ce qu'on appelle les grappes d'échantillons. Donc, et on aura l'échantillon qui sera transposé et extrapolé à l'ensemble de la population, et de ce fait-là, nous aurons constitué donc notre échantillon. Un autre type, il y a beaucoup de types d'échantillonnage probabiliste, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage à plusieurs degrés. Donc, la méthode d'échantillonnage à plusieurs degrés, elle ressemble à la méthode qu'on vient de décrire, c'est-à-dire la méthode d'échantillonnage en grappe, seulement que dans son cas,
prélever un échantillon à l'intérieur de chaque grappe sélectionné plutôt que d'inclure de toutes les unités de la grappe. Donc ici, si dans la grappe, on va interviewer toutes les unités de la grappe, dans ce cas-là, on va prélever, c'est-à-dire un échantillon. On va prélever un échantillon. Ce type d'échantillonnage existe donc au moins 2 degrés. 2 degrés. On identifie et sélectionne au premier degré de grands groupes de grappes. Donc, si dans l'échantillonnage en grappes, on essaye de réduire le nombre de grappes, dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas de l'échantillonnage à plusieurs degrés, nous pouvons augmenter le nombre de grappes. Pourquoi? Parce que ces grappes vont former plus d'unités de la population qu'il ne faut pour l'échantillon final. Et pour avoir cet échantillon final, on va dans un deuxième degré, dans une deuxième étape, prélever les unités de la population à partir des grappes sélectionnées à l'aide d'une méthode d'échantillonnage probabiliste possible. Donc, au niveau, on va appliquer à chaque grappe, dans ce cas-là, une méthode d'échantillonnage que nous avons déjà vue. Donc, ici, c'est l'échantillonnage à plusieurs degrés. Il y a évidemment une certaine nuance entre ce type d'échantillonnage et l'échantillonnage en grappe, mais je viens de décrire quand même quelques petites différences. Donc, j'ai donné ici un exemple que vous pouvez consulter et vous allez mieux comprendre comment on peut procéder à ce type d'échantillonnage. L'autre type d'échantillonnage qui ressemble aussi à ce qu'on vient de dire, c'est l'échantillonnage à plusieurs phases. Donc ici, l'échantillonnage à plusieurs phases entraîne la collecte de données de base auprès d'un échantillon d'unité de grande taille et ensuite pour un sous-échantillon. Donc chaque fois qu'on obtient un échantillon, l'échantillon devient, c'est comme s'il est de nouveau la population totale. On extrait un sous-échantillon de l'échantillon précédent et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison qu'on l'a qualifié ainsi, c'est-à-dire que c'est un échantillonnage à plusieurs phases. Il y a plusieurs niveaux d'opération, de sélection d'échantillons, et chaque échantillon est constitué la base de l'échantillonnage suivant. Donc il y a plusieurs phases. C'est pour cette raison qu'on le qualifie ainsi, l'échantillonnage à plusieurs phases. L'autre type, donc ici je viens d'achever les modes et les techniques d'échantillonnage probabiliste, mais dans ce cas-là, je vais me concentrer sur le second volet, c'est-à-dire les méthodes ou techniques d'échantillonnage maintenant non probabilistes et non probabilistes. Donc ici nous avons plusieurs types aussi, mais je vais quand même pour essayer de gagner un peu de temps, donc je vais les étudier de manière succincte et très brève. Donc nous avons d'une part l'échantillon accidentel, l'échantillon par choix raisonné, l'échantillon volontaire, l'échantillon par réseau et l'échantillon par quota. Donc comme vous allez le voir, c'est très, j'ai bien résumé cette partie-là. Donc pour l'échantillon accidentel, donc éléments choisis au fur et à mesure qu'ils se présentent, sont très simples, rapides, peu coûteux, mais offrent le moins de garanties. Donc il y a des caractéristiques positives et des caractéristiques qui sont négatives. Par exemple, retenir les 10 premières personnes qui sortent de la bibliothèque. Donc vous voyez que vous êtes en train d'observer les personnes qui sortent de la bibliothèque, par exemple, et les premières 10 personnes vont former votre échantillon. Donc chaque fois, les 10 premières personnes, ces 10 premières personnes vont sélectionner de manière accidentelle, donc c'est ce qu'on appelle l'échantillon accidentel, et vont constituer votre échantillon. Il y a aussi l'échantillon par choix raisonné, c'est-à-dire les éléments sont basés sur votre jugement, vous comme chercheur, étant chercheur, donc par rapport au caractère atypique ou atypique. Par exemple, vous voulez étudier les comportements de certains individus qui sont déviants, qui ont un comportement bizarre, etc. Donc ici, vous allez intervenir, c'est vous qui intervenez, et évidemment, c'est vous qui intervenez, et évidemment,
à ce niveau-là, on qualifie ce type d'échantillonnage, l'échantillon par choix raisonné. Il y a aussi l'échantillon volontaire, c'est-à-dire que les éléments choisis sur une base volontaire, il peut offrir une meilleure représentativité si on sélectionne parmi les volontaires. Donc il y a des volontaires qui vont se présenter, mais votre chance évidemment pour que cet échantillonnage, c'est-à-dire soit atteignent ces objectifs. Par exemple, les individus qui sont timides et ils ne peuvent pas participer ou bien ils sont moins pour partir à participer. Pardon. Donc, l'autre type d'échantillonnage, il y a aussi l'échantillon par réseau. Les éléments sont choisis à travers des réseaux sociaux. Vous connaissez tous actuellement les réseaux sociaux d'amitié, etc. Et évidemment, vous allez choisir quelques personnes correspondant au profil recherché et leur demander de nous donner des noms des personnes similaires. Il y a aussi échantillon par quota. Donc la population est découpée en strates. Donc d'abord, vous allez stratifier la population, évidemment en tenant compte de certaines caractéristiques, et les éléments choisis dans les strates à l'aide d'une technique d'échantillonnage non probabiliste ici. Donc vous appliquez toujours une technique d'échantillonnage non probabiliste. Le nombre d'éléments choisis dans les strates représente les proportions de la population. Donc il y a une certaine proportionnalité au niveau c'est-à-dire des strates. Vous devez c'est-à-dire respecter une certaine proportionnalité. Donc, il permet cette proportionnalité et cet échantillon par quota et donc ce type-là permet de reproduire plus fidèlement la population et réduit par exemple, pour les utilisateurs de la bibliothèque universitaire, ici à la faculté, vous allez par exemple diviser la population en fonction du statut. Il y a des étudiants, des professeurs ici, et qui évidemment, pour se procurer des manuels et des livres, etc. Et dans chaque strate, donc ici nous avons stratifié la population en étudiants et des professeurs, et vous allez choisir un échantillon volontaire, un nombre de sujets proportionnel à la population. Donc, si le nombre de professeurs c'est 10%, donc vous procédez de la même manière que de respecter cette proportionnalité. Donc, quand vous le voyez, vous venez de le remarquer, nous avons évoqué les deux grands types de techniques d'échantillonnage, probabiliste et non probabiliste, et évidemment, elles sont utilisées en sociologie. Vous pouvez les utiliser aussi pour faire votre mémoire de fin, votre projet de fin d'études. Et à ce niveau-là, je vous souhaite réussite et merci pour votre attention. Et